toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Aubeuf qui vient nous présenter Time for the Planet. Vous avez peut-être vu passer cette communication efficace sur les réseaux sociaux, tout en vous interrogeant sur l'activité de Time for the Planet. Arthur, peut-être vous pouvez nous présenter cette activité et puis nous dire ce que vous faites également. Ouais, bonjour Cécile déjà, et puis merci pour l'invitation. Donc Time for the Planet, c'est un plan d'urgence pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique en utilisant l'entreprise. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails. En gros, on est une entreprise qui crée des entreprises, et toutes les entreprises qu'on crée sont pensées et paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Notre quotidien, c'est de détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, c'est la verticale qu'on a choisie, et de recruter des entrepreneurs chevronnés qui ont déjà monté des boîtes pour trouver des modèles économiques à ces innovations et les déployer sous forme d'entreprise. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de créer cette connexion entre innovateurs et entrepreneurs, de chapeauter l'ensemble et d'injecter de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Quand on dit qu'on repense un petit peu la façon dont fonctionnent les entreprises, à la genèse de Time, on a vraiment réfléchi à une façon d'avoir le maximum d'impact possible et d'aller toucher, d'avoir un rayonnement qui soit international tout de suite. Et donc, on a deux principaux leviers pour ça. Le premier, c'est qu'on utilise l'open source. Donc, on met toutes les innovations de Time for the Planet à disposition de n'importe qui gratuitement partout ailleurs sur la planète. Donc, chacun peut s'en emparer, peut les copier-coller. En revanche, ça a l'intérêt pour nous de créer directement des marchés et pas juste des entreprises. Donc, ça nous rend plus résilients. Sinon, on n'arrive pas pour X ou Y raison à développer une innovation. Ça permet à l'humanité d'en bénéficier quand même. Et puis, ça nous permet d'avoir une R&D à très grande échelle, puisqu'en fait, quand on fait de l'open source, on a notamment le devoir de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Et ensuite, on a une société commerciale à but non lucratif, donc on a choisi vraiment de se structurer en mouvement, que chacun peut rejoindre à partir d'1 € et devenir copropriétaire de Time for the Planet. En revanche, tous nos associés n'attendent pas de retour sur investissement. Ils viennent juste pour lutter contre les gaz à effet de serre et ils attendent un taux de retour pour la planète. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est une quantité de gaz à effet de serre non émise ou captée grâce à leur investissement. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir réinvestir 100% de nos bénéfices, donc ceux de Time for the Planet, dans la création de nouvelles entreprises. On ambitionne de lever 1 milliard d'euros et de lancer 100 entreprises. Donc, comme on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver tout seul avec nos petits bras, on a vraiment voulu être ce mouvement dont tout le monde peut s'emparer pour participer à le faire grandir. Alors Arthur, vous êtes un des cofondateurs de cette structure. Qu'est-ce qui vous a mené à cette activité? Qu'est-ce qui vous a mené à cet engagement? Ouais, alors on a tous un peu eu le même déclic. On est tous entrepreneurs, on est 6. On a monté des boîtes depuis une dizaine d'années en moyenne dans différents secteurs. Pour ma part, c'était vraiment le digital, les communautés en ligne, les applications smartphones. Et il y a 2 ans à peu près, on a vraiment pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique en se plongeant dans le dernier rapport du GIEC, en découvrant Jean-Marc Jancovici et l'ensemble de ses conférences. Et on a eu un peu ce sentiment qu'on nageait à contre-courant et que ce qu'on faisait tous les jours, ça n'avait plus vraiment de sens, que ça n'allait pas vraiment dans le sens de l'histoire en tout cas. Et très rapidement, ça nous a posé un vrai problème. Alors d'abord, on a voulu agir, on ne se connaissait pas à l'époque, hein. Et donc, on a voulu agir chacun dans notre coin en tant que citoyen, tout simplement. Et on voit que quand on n'est pas président de la République ou milliardaire, c'est difficile d'avoir vraiment de l'impact et de pouvoir mesurer cet impact. On peut voter différemment, mais bon, on voit qu'il y a de l'inertie, que c'est long. On peut faire nos petits gestes du quotidien qui sont essentiels, mais on se rend très vite compte qu'il va falloir beaucoup plus que ça. Et là, on a un peu le bec dans l'eau comme tout le monde et on se sent un peu démuni. Et en fait, on a tous les 6 eu une même conviction, c'est qu'on pouvait utiliser l'entreprise pour transformer nos modes de vie à très grande échelle, avec moins de friction que s'il fallait aller convaincre 8 milliards d'individus de le faire du jour au lendemain, parce que l'entreprise, par définition, c'est ce qui façonne nos modes de vie, justement. Et comme on aime entreprendre et qu'on aime l'entreprise, on s'est dit, est-ce que l'entreprise ne pourrait pas être la solution plutôt que le problème? Et comment est-ce qu'on peut la repenser? Comment est-ce qu'on peut retravailler ce modèle d'entreprise pour la mettre au service de l'urgence climatique? Donc, c'est vraiment ça la genèse de Time for the Planet. Alors vous avez parlé de communauté. Concrètement, comment est-ce qu'on fait partie de cette communauté? C'est extrêmement simple. Il suffit d'aller sur notre site time-justiceplanet.com et ensuite d'acheter des actions en fonction de ses moyens et de son envie de s'impliquer. Ça commence à 1 €, mais il y a des gens qui mettent beaucoup plus.
Et après, on peut aller plus loin si on le souhaite, si on a du temps, si on a de l'envie, et on peut participer à ce qu'on appelle la galaxie de l'action. Alors, on reste dans la sémantique, et l'idée de la galaxie, c'est que comme on a reçu beaucoup, beaucoup de propositions de coups de main, on a structuré une organisation horizontale qui permet à chacun de venir aider Time for the Planet à grandir en fonction de son expertise, de ses contacts, de ses relations, voilà. Et ça nous aide vraiment énormément. Pour vous donner un exemple, là, récemment, on a Bruno, un associé de Time for the Planet, qui avait mis 100 euros et qui, avec son statut d'associé, s'est présenté chez JC Deco et est remonté jusqu'à la directrice communication de JC Deco pour obtenir 200 000 euros d'affichage publicitaire gratuit. Et donc, moi, quand il m'a appelé, il avait obtenu ça. Et en fait, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement maintenant. On est un peu plus de 14 000, on va être bientôt 15 000 associés. Et plein de ces associés essayent de faire ce genre de choses pour que Time for the Planet aille plus vite. Donc, c'est assez incroyable. Oui, c'est déjà un affichage, hein, puisqu'on devient, alors je ne sais pas si la terminologie est exacte, mais ambassadeur aussi de Time for the Planet. En tout cas, on affiche cet engagement et ensuite on essaye, dans la fonction en fonction de ses moyens, de son temps et de son envie, d'avoir un apport, quel qu'il soit monétaire ou en termes de mobilisation de réseau pour pouvoir agir collectivement. C'est ça, on essaie de proposer à tous les associés, s'ils le souhaitent et s'ils en ont l'envie, comme vous le dites, d'aller plus loin en communiquant à minima autour d'eux sur l'existence de Time for the Planet pour que les gens puissent nous découvrir et se faire leur propre avis. Et on voit que les gens le font vraiment bien volontiers, quoi. Aujourd'hui, Time for the Planet, c'est presque 100 000 personnes sur les réseaux sociaux en un an, sans aucune communication, simplement parce que chaque nouvel associé dit ouais, moi je vais en parler un peu autour de moi, et puis si ça intéresse les gens, tant mieux, si ça les intéresse pas, j'aurais fait ma part, quoi. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quels sont les résultats concrets que vous avez pu constater, et puis peut-être aussi quel est le rêve le plus fou de Time for the Planet? Ouais. En fait, nous, on a commencé donc en décembre 2019 avec l'idée qu'on lancerait les premières boîtes cette année en 2021. Donc, on est très content de voir qu'on va y arriver. On a déjà rassemblé plus de 2 millions d'euros et surtout, on a des beaux groupes, des grands groupes qui rentrent maintenant et qui vont rentrer au capital. Donc, ça va accélérer tout ça parce qu'on ambitionne d'avoir 10 millions d'euros à investir cette année pour faire les 3 premières boîtes. On a structuré un comité scientifique donc, qui est composé de 14 personnalités, sommités qui sont renommées en Europe et qui vont donc être là pour sélectionner les innovations. Et on a constitué et formé aussi un réseau d'évaluateurs, de plus de 1500 évaluateurs qui sont là pour présélectionner les innovations qu'on reçoit. On en a reçu 300 et on a déjà sélectionné le top 10 grâce à tous ces évaluateurs pour un premier comité scientifique le 25 mars et une première création en juin. Donc, le suspense est présent. Est-ce que, alors je ne voudrais évidemment pas anticiper sur ce résultat, mais est-ce que vous pouvez nous dire ces innovations, quelles sont, dans quel sens est-ce qu'elles vont? Ouais, alors on a une innovation là qui sort vraiment du lot, donc je pense on va voir avec le comité scientifique, mais il y a des chances pour qu'elle fasse partie de celles qu'on finance cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est que Time for the Planet, on n'est pas des géo-ingénieurs ou des gens persuadés que la technologie et la science vont nous sauver. Nous, on s'est adressé au GIEC, enfin notamment à certaines personnes du GIEC comme Jean Jouzel qui a rejoint aujourd'hui le mouvement avant de commencer Time for the Planet, puisqu'on est entrepreneur et pas scientifique, et on a demandé à ces gens, écoutez, ça fait 50 ans que vous nous alertez. Nous, on aimerait bien vraiment se mettre en action. On veut créer des boîtes qui luttent contre le dérèglement climatique. À partir de quoi est-ce qu'il faut qu'on les crée? Et le mot qu'on nous a à chaque fois sorti, c'est innover. Mais innover pas pour inventer des jetpacks photovoltaïques. Innover pour essayer de redonner du sens au progrès. Innover pour essayer de lever les verrous qui nous bloquent dans ces énergies fossiles aujourd'hui. Et nous, avec Time for the Planet, on a vraiment une vision large de l'innovation. C'est-à-dire que ça peut être autant de la high-tech comme les gens souvent l'imaginent, mais c'est très souvent et très majoritairement d'ailleurs de la low-tech aujourd'hui, ce qu'on reçoit. Et puis, ça peut même être de la no-tech, juste des innovations de process. Je vais donner 2 exemples pour que ça soit un peu concret. Cette fameuse innovation-là qui est pour l'instant en tête, ça s'appelle l'olivine. Alors, l'olivine, c'est une roche qui est expulsée par les volcans, qui est très présente à la surface de la planète en très grande quantité, un peu partout. Et en fait, c'est une équipe de San Francisco qui travaille sur ce sujet depuis plus de 3 ans et qui s'est rendu compte que l'olivine, quand on la met dans l'eau des océans, elle convertit la force marémotrice, donc l'énergie marémotrice qui est infinie, en une réaction chimique qui vient désacidifier l'océan.
Et ce qu'on sait quand l'océan se désacidifie, c'est qu'il est capable de capter beaucoup plus de CO2, puisque c'est le plus gros puits de carbone aujourd'hui sur la planète, plus que les forêts. Et donc, eux, ils ont travaillé depuis 3 ans sur est-ce qu'il y a des externalités négatives, est-ce qu'il y a des risques pour la biodiversité, etc. Et aujourd'hui, ils arrivent à la conclusion que la seule externalité pour l'instant, c'est que ça régénère les coraux. Donc, c'est plutôt bien. Et surtout, ce qu'ils ont pu modéliser et mesurer, c'est que plus on vient concasser les pierres, les roches d'olivine pour en faire de la poudre et augmenter la granularité, plus on augmente le pouvoir de désacidification de l'océan et donc de captation. Et sur les premières mesures qu'ils ont sorties là, parce qu'ils ont fait des tests sur des plages déjà, ils estiment que si on épand de l'olivine sur 2% des plages du monde, on annule les émissions annuelles de gaz à effet de serre de l'humanité. Donc, c'est vraiment des innovations simples. Il n'y a rien d'extrêmement technologique, mais ça vient amplifier et accentuer des phénomènes naturels qu'on peut un peu utiliser pour tamponner et faire notre transition. Ça, c'est une première innovation. Et après, pour parler un peu d'innovations qui sont no tech, comme je disais, on a par exemple une innovation de process dans le bâtiment. Donc, c'est un entrepreneur à l'origine qui était président d'une très belle ETI qui s'appelle Geoxia, 400 millions de chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est un monsieur qui savait un peu ce qu'il faisait dans le bâtiment. Et cette boîte-là, lui, il avait envie de. Il est jeune papa et il avait envie d'aller dans le sens des accords de Paris parce que on nous dit qu'il faut rénover 300 000 à 500 000 bâtiments de manière performante du point de vue énergétique d'ici à 2050 si on veut, donc par an, tous les ans, hein, si on veut tenir les accords de Paris. Et lui, il se rendait compte qu'on en rénove 30 000. Et donc, on rate très, très largement l'objectif. Et il a essayé de mettre ça en place avec sa structure. Et en fait, ce qu'il voit, c'est que pour rénover aujourd'hui des bâtiments, le problème, c'est qu'il faut tout péter, quoi. Il faut péter les plafonds, les planchers, les murs, faut raser la maison. Donc forcément, c'est pas très accessible pour monsieur tout le monde et ça coûte très cher. Et lui, il a décidé d'arrêter. Donc il est sorti de son rôle de président de Geoxia et il a monté une boîte qui s'appelle Décarbonation 3 et qui est inspirée des modèles suédois. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire sur mesure des plaques qui viennent passer votre maison en zéro émission. Et il vient les mettre autour de la maison, donc un peu comme une glacière sur votre maison. Il me tuerait s'il m'entendait dire ça, mais bon, Mais au moins, on comprend. voilà, c'est ça. Et vous choisissez si vous voulez une finition pierre apparente ou bois, et votre maison en une semaine, elle est nette émission. Donc c'est une innovation qui n'est pas révolutionnaire. On n'a pas inventé une nanotechnologie biomécanique, je ne sais pas quoi, mais ça fonctionne, c'est mesurable et ça peut aller vite. Donc ça nous intéresse. Ce qui est passionnant, c'est que là, ce qu'on comprend, c'est que finalement, alors on parle beaucoup du petit geste individuel qui peut produire des grands effets. Typiquement, ce que vous proposez à Time for the Planet, c'est ça, c'est-à-dire que je peux faire ma part et mon engagement, quelle que soit sa dimension, peut avoir des répercussions assez fondamentales finalement sur l'environnement. C'est ça, nous, on est convaincus d'une chose, c'est que la manière dont on dépense notre argent, ça définit le monde dans lequel on veut vivre et on façonne le futur chaque fois qu'on dépense 1 euro. Parce qu'on est arrivé à un stade où l'argent a un pouvoir de transformation du monde qui est dingue et tout est lié à ça. Donc, en partant de ce constat, on s'est dit, est-ce que finalement le petit geste le plus puissant qu'on puisse faire au niveau écolo, c'est pas d'investir dans quelque chose qui puisse être plus grand que nous et qui puisse permettre à notre petite action quotidienne d'avoir un impact mondial. Parce que c'est ça, en fait, le sujet. Et comment est-ce qu'en m'impliquant à mon échelle, je peux avoir un vrai impact mondial et mesurable. Et c'est ce qu'on a voulu proposer avec Time for the Planet, puisqu'on retourne tous les ans à tous nos associés un taux de retour pour la planète, qui est une quantité de gaz à effet de serre non émise ou captée grâce à son investissement, pour que ça soit concret, que ça soit mesurable et que ça soit facile à engager, puisque aujourd'hui, investir de l'argent, c'est peut-être plus simple que de transformer tout son mode de vie du jour au lendemain. Il faudra le faire aussi, hein, malheureusement, spoiler, mais en tout cas, on a des solutions pour accélérer ça et faire en sorte que ce soit un peu plus simple et qu'il y ait moins de friction. Puisque si on produit des biens et services qui nous permettent de transformer nos modes de vie petit à petit, mais à grande échelle et avec un énorme impact, c'est peut-être une façon d'aller assez rapidement et d'aller avec justement plus d'impact. Arthur, merci en tout cas pour ces explications extrêmement claires. On voit que l'engagement est à portée de tous et que on peut avoir un impact concret, positif sur son environnement et c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, Cécile. À bientôt, au revoir. À bientôt.